Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en ligne avec l'Ordre des avocats de Paris qui, pour la première fois à l'occasion des élections européennes, organise ce premier webinaire d'une série de 4 avec aujourd'hui Benoît Lebray, avocat associé au cabinet Gide en poste à Bruxelles, grand spécialiste des questions européennes et ayant travaillé au ministère des Finances également de nombreuses années, et Isabelle Coustet, chef du bureau de liaison du Parlement européen. Nous allons laisser les participants se connecter en vous disant que vous avez la possibilité d'utiliser le chat pour nous faire passer vos questions et que nous nous efforcerons de prendre les questions au fur et à mesure pour les soumettre à nos intervenants. Vous dire aussi donc que la série de webinaires européens que nous proposons d'ici aux élections qui ont lieu le 9 juin prochain, dimanche 9 juin, dans tous les États membres. Cette série commence par le webinaire d'aujourd'hui, mais elle est suivie par 3 autres webinaires chaque jeudi de midi à midi 45. Le jeudi 23 mai, le thème sera défis environnementaux et climatiques, l'Europe pionnière juridique, point d'interrogation. Le 30 mai à midi, démocratie et état de droit, l'ère post-Ukraine entre résilience et résistance. Et enfin, le 6 juin à midi, intelligence artificielle et souveraineté numérique européenne. Alors, aujourd'hui, je vois que vous vous connectez peu à peu. Aujourd'hui, donc, je l'ai dit, avec Benoît Lebray, avocat en poste à Bruxelles, spécialiste de l'Europe, et Isabelle Coustet, chef du bureau de liaison du Parlement européen. Le thème du jour, comprendre le Parlement européen pour influencer l'avenir. Est-ce que le réalisateur de ce webinaire qui m'entend peut me donner le feu vert pour démarrer? Il me donne le feu vert, il me le donne, il sait le faire. Et donc, nous allons pouvoir démarrer. Alors, pour vous dire d'abord que le Parlement européen, c'est un animal peu connu et qui fait l'objet d'une forme de schizophrénie chez les citoyens de l'Union, puisque on a le sentiment qu'il devrait tout faire, mais qu'il ne peut rien, alors même que c'est celui dans les institutions européennes qui a la légitimité démocratique la plus incontestable, en tout cas de mon point de vue. Mais une visibilité assez faible, et pardon à Isabelle Coustet, qui est chargée de la communication du Parlement, elle va nous en dire un mot. Et puis, des critiques récurrentes venant de toutes les zones de l'échiquier politique sur le Parlement européen. J'en cite une en particulier, c'est l'idée que le Parlement, comme d'ailleurs la Commission, étendrait le domaine de la lutte en permanence et dépasserait les compétences qui sont celles de l'Union, par exemple dans la taxonomie européenne sur les énergies vertes, alors même que le mix énergétique ne relève pas des compétences de l'Union européenne, mais relève de chacun des États membres. Par exemple encore sur l'emprunt européen, alors même que les traités n'ont pas prévu la possibilité pour l'Union de réaliser un grand emprunt. Donc, nous allons évoquer toutes ces questions. Et première question pour Isabelle Coustet, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots le rôle du Parlement européen aujourd'hui, l'étendue de ses pouvoirs et surtout sa position entre le Conseil de l'Union et la Commission européenne? C'est à vous, Isabelle Coustet. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie premièrement de votre invitation. Je suis très honorée d'être invitée par le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. Je ne suis pas avocate, je suis même moi-même une fausse juriste, puisque je suis spécialisée en droit de l'Union européenne, enfin plutôt droit communautaire à l'époque où j'ai fait mes études, mais je suis surtout politiste. Donc je suis vraiment très honorée parce que
le droit, c'est le fondement de la construction européenne, et donc je pense que là, c'est la puissance de la construction européenne, c'est le droit européen. Donc je pense que là, dans ce cadre-là, toutes les professions juridiques, et en particulier les avocats, ont un rôle absolument fondamental à jouer dans la construction européenne. Alors, pour vous dire 2 mots sur le Parlement européen, c'est l'institution. Alors, il y a 7 institutions dans le système européen, mais il y en a 3 qui sont fondamentales dans l'établissement de la loi européenne et dans les grandes décisions qui sont prises. Le Parlement européen, parmi ces 3, est celle qui est, vous l'avez rappelé, la seule qui est élue au suffrage universel direct, et c'est celle qui a gagné le plus de pouvoir dans l'évolution du fonctionnement des institutions européennes. Au fur et à mesure qu'on a accru les compétences de l'Union européenne, on a accru aussi celle du Parlement européen, puisqu'il est élu au suffrage universel direct, donc c'était une question de légitimité. Aujourd'hui, je vais commencer. Alors, c'est une institution qui a un pouvoir législatif très, très important. Il est co-législateur. Je ne vais pas détailler ce point puisque Benoît Lebré va le faire en détail pendant tout ce webinaire, mais c'est vraiment sa fonction principale et celle qu'il exerce au quotidien. Il y a plus de 400 textes qui ont été adoptés pendant cette mandature, malgré les crises. Il y a eu des crises très importantes dans cette mandature, vous le savez, je ne le rappellerai pas, hein, Covid, Ukraine, migratoire aussi, mais malgré ça, pratiquement tout le programme de la Commission européenne a été appliqué, adapté à ces crises, justement. Et donc, je crois qu'il y a peu de parlements qui peuvent se targuer d'un bilan aussi important dans l'Union européenne. Donc, c'est d'abord un co-législateur, mais il a aussi un pouvoir budgétaire, c'est-à-dire que c'est lui qui va aussi co-décider le budget avec le Conseil de l'Union annuel, à l'intérieur d'une fourchette de 5 ans, évidemment. Donc, il ne peut pas augmenter non plus, on le verra aussi, les recettes de l'Union européenne. Il ne peut pas augmenter ce budget, mais il peut en décider dans quelle direction on va chaque année. Et enfin, il a un pouvoir de contrôle politique. Je l'aborde très vite parce qu'on ne reviendra pas dessus dans ce webinaire. C'est très important puisque c'est une institution qui est formée de groupes politiques et on va voir qu'ils ont un grand rôle. C'est lui qui contrôle l'exécutif européen. En investissant le président ou la présidente de la Commission européenne, en auditionnant les futurs commissaires européens, en les invitant dans des commissions parlementaires, en créant des commissions d'enquête, en créant des commissions spéciales. Il a aussi un pouvoir de censure de la Commission européenne qui est très difficile à mettre en œuvre et qu'il faudrait sans doute réformer pour qu'il soit plus efficace. Mais c'est très important de souligner ce contrôle politique qui fait partie de la séparation des pouvoirs entre nos 3 institutions principales. Je rappelle juste, donc, la Commission européenne, c'est 27 commissaires, c'est une sorte de gouvernement avec 27 ministres chargés des compétences particulières de l'Union européenne. Le Conseil, ce sont les représentants des États membres, donc au niveau des chefs d'État et de gouvernement pour le Conseil européen, au niveau des ministres pour le Conseil de l'Union européenne, et c'est cette formation du Conseil qui a un pouvoir législatif, en co-législation avec le Parlement européen, qui lui représente l'intérêt des citoyens et a été organisé en groupes politiques transnationaux. Alors, on va y venir voilà. Sur les groupes politiques. Mais alors, je ne vais pas détailler ça, mais je voudrais juste terminer sur une chose. 3 institutions, oui. 3 intérêts différents. La Commission européenne, c'est l'intérêt général européen. Le Conseil, c'est l'intérêt, la souveraineté nationale des États membres. L'intérêt est vraiment souverain. Et le Parlement européen, c'est l'intérêt des citoyens européens organisés de façon politique. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, je vois que Benoît Lebré voulait intervenir sur notamment la notion de contrôle politique. Benoît, est-ce que vous avez une réaction sur ce point? Non, je trouvais important qu'Isabelle le souligne parce que c'est totalement ignoré. Même si la motion de censure est très difficile à obtenir, il y a quand même eu un moment dans l'histoire où le Parlement s'en est approché et où, par une voie détournée, en votant autre chose qu'une motion de censure, un rejet des comptes, il a fait tomber une commission, qui était la commission Santer. Donc, l'idée que c'est pas démocratique parce que ça manque de contrôle mérite d'être nuancé. Ce contrôle, il existe en droit et il a déjà été mis en œuvre. La commission est mortelle. Elle est mortelle à l'entrée parce que le Parlement vote ou pas l'intronisation du président de la commission, de la présidente et des commissaires.
et on a déjà vu des commissaires reprendre le train ou l'avion et rentrer chez eux, et la commission peut tomber sur un vote négatif avant la fin de son mandat. Ça, c'était un point vraiment très important à rappeler. Une question très pratique qui concerne les Français. Bruxelles ou Strasbourg, est-ce que ce problème est réglé aujourd'hui? Non, si tant est qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'en fait, les traités ont prévu 3 sièges, pas seulement 2, 3 sièges pour le Parlement européen. On a une partie de l'administration du Parlement européen qui siège à Luxembourg, une autre à Bruxelles, et les sessions plénières qui se tiennent à Strasbourg. Donc, ça a été prévu dans les traités à l'origine comme ça. Vous pensez bien parce que ça a arrangé 3 États membres. Hein. C'est très important d'avoir un siège d'une institution européenne. Donc, en fait, c'est intouchable. Donc, tous les députés, la plupart des députés européens sont contre ces 3 sièges, il faut le dire, sauf les Français évidemment, parce qu'ils sont fiers d'avoir le siège des institutions à Strasbourg. Il nous est reproché d'avoir des transhumances de députés, mais on a essayé de réduire le coût écologique, mais c'est aussi, je pense, un symbole politique que l'Union européenne ne se réunisse pas seulement à Bruxelles et qu'elle existe aussi dans les États membres. Donc, une fois, on va dire, le travail du député se divise en semaines, et il y a la semaine consacrée à la séance plénière à Strasbourg, qui est absolument importante pour tout le théâtre politique et la transparence des travaux à ce moment-là à Strasbourg. D'accord. Alors, sur le processus législatif… Ah, pardon, Benoît. Non, tous les 5 ans, que ce soit la région Alsace ou le patronat strasbourgeois me demande une note et je l'offre gracieusement sur pourquoi c'est intangible et sacré et pourquoi ils peuvent bien sauter sur leur chaise, un siège contre un siège, et avant qu'on change le siège des institutions, les poules auront des dents. Par ailleurs, la question du coût, aussi bien économique qu'écologique, elle tend à se réduire parce qu'il y a une dématérialisation des dossiers. Donc moi, la transhumance que j'ai connue avec des mâles militaires qui suivaient les pauvres parlementaires, ça a disparu. Donc il ne faut pas non plus exagérer la contrainte que c'est que d'avoir une session plénière par mois. C'est dans les traités et on ne change pas les traités pour des questions de siège. Entendu. Alors, sur le bilan de la précédente mandature, est-ce que Benoît et puis Isabelle réagira, est-ce que Benoît pouvait nous donner votre avis et 1 ou 2 exemples de réussite ou d'échec peut-être, hein, ou encore de sujets clivants? Je pense que la première réussite, c'est la confirmation que quand c'est nécessaire, le Parlement est capable d'accélérer le processus d'adoption des textes législatifs. Moi, quand je servais le regretté Jacques Barrot, on avait fait la liste noire de l'aviation en 9 mois, ce qui est quand même un délai de législation raisonnable, somme toute. Là, vous avez vu la crise agricole émerger alors qu'on était en fin de mandat. Et le Parlement… Vous voulez dire, Benoît, pardon Benoît, parce que je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, vous voulez dire que vous étiez au cabinet du président de la commission, c'est ça? J'étais le directeur de cabinet du vice-président de la commission. C'est ça, donc vous étiez dans l'institution exécutive voilà. de l'Union, c'est ça? Eh bien, c'est un texte, la commission était pour, les États membres évidemment étaient contre, parce que ça touchait à la souveraineté des directions générales de l'aviation civile. En gros, chacune avait sa liste noire de préférence avec très peu de compagnies dessus et de préférence jamais les mêmes. On a dit qu'on allait harmoniser tout ça. On s'est fait menacer par certaines puissances étrangères. Et le Parlement a vite embrayé et a vite adopté notre texte et ensuite le Conseil a suivi. Aujourd'hui, donc juste avant la fin de ce mandat, il y a eu la révolte agricole qui pour la première fois était d'ailleurs une révolte agricole européenne et pas française. Elle a d'abord démarré en Allemagne. Une des conséquences a été la réouverture de la PAC pour la simplifier. Et ce texte de simplification, il a été adopté en quelques semaines. Donc voilà un progrès qui est celui de ne pas être prisonnier de la procédure et de ne pas laisser croire que parce que c'est à Bruxelles, tout est plus long et tout est compliqué. Le deuxième élément que je trouve frappant, quel que soit son bord politique, on ne peut pas nier, comme l'a dit Isabelle, que le Parlement il a une valeur ajoutée citoyenne. Moi, je vois que je sois payé pour être contre ou pour être pour, quand j'interviens dans des textes, le texte ressort toujours du Parlement plutôt enrichi, sous l'angle citoyen, sous l'angle protection du consommateur, sous l'angle protection écologique.
par rapport à la tendance naturelle des États, et Dieu sait si j'ai aussi servi l'État, qui à la fin finissent quand même par être des lobbies comme les autres. Très bien. Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont aujourd'hui encore, qui sont apparus lors de cette dernière mandature, comme clivant, instaurant des lignes de clivage entre différents groupes politiques ou au contraire au sein même de groupes politiques? Est-ce que je peux rajouter 2 mots sur le bilan? Oui, bien sûr. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Benoît Lebré, bien sûr. Je voudrais juste citer des textes très importants qui ont été adoptés parce qu'ils sont très, très nombreux. Donc, on peut peut-être plutôt faire des paquets de textes. Évidemment, le pacte vert, vous l'avez cité. Le pacte vert, ce n'est pas seulement le verdissement de la politique agricole commune qui, après, a été détricoté, mais c'est un nombre incroyable de textes qui découlent de notre objectif qui a été fixé à l'horizon 2050 et qui concerne des pans entiers de l'activité dans les États membres, mais certainement qui vont concerner l'activité de beaucoup d'avocats spécialisés en droit de l'environnement. Mais je voudrais citer aussi deux législations d'avenir, en fait, qui ne sont pas traitées au niveau national, le règlement sur l'intelligence artificielle et enfin ce qu'on appelle le DMA et le DSA, donc le Digital Services Act et le Digital Market Act, qui visent à mettre un peu d'ordre dans le marché des plateformes numériques et aussi dans leurs services, c'est-à-dire ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire. Donc, ce sont 2 tentatives absolument louables d'intervenir dans ces secteurs. Je ne pense pas que le sujet soit épuisé avec ces textes. Ce sont les premiers textes au monde qui visent ces secteurs. Donc, ça aussi, il faut le souligner. Et enfin, sur la capacité d'accélérer du Parlement, je voudrais citer l'article 128 du traité qui permet la procédure d'urgence et donc qui réduit un peu les pouvoirs du Parlement, mais que le Parlement européen doit accepter et qu'il a accepté évidemment dans des dossiers comme celui qui concernait la réaction à la guerre d'invasion russe et tout ce qui en découle vis-à-vis Très bien. Voilà. Merci. Alors peut-être avant de repasser à la question que j'avais posée sur les sujets clivants, on n'a pas abordé la question du processus législatif, alors sans d'entrer trop dans les détails, mais est-ce que vous pourriez, Isabelle ou Benoît, nous rappeler quel est le rôle du Parlement dans l'adoption des textes et notamment au regard des règlements d'une part, des directives d'autre part, quel rôle joue le Parlement et à quel moment du processus? Alors, je ne sais pas si on pourrait mettre peut-être l'infographie que nous avions préparée. Peut-être, moi, je me borne sur la plus simple. Ça, c'était sur les 3 pouvoirs. Peut-être on peut mettre l'autre, la prochaine. Voilà, ça, c'est le processus législatif. En gros, la Commission européenne prépare un texte, elle l'envoie en même temps au Parlement européen et au Conseil. Je vais laisser à Benoît Lebré le soin de détailler, mais en gros, si on peut donner des grands principes, le Parlement serait un peu comme l'Assemblée nationale et le Conseil de l'Union comme le Sénat, sur le plan des pouvoirs, les intérêts qu'ils représentent, puisque le Parlement européen, c'est l'intérêt des citoyens, le Conseil, celui des États membres, donc on va dire des régions dans le Sénat, mais bon je m'arrête là, la comparaison. Et en gros, le Parlement européen commence son travail, le Conseil commence le sien. Il n'y a aucun texte qui pourra sortir si on est en codécision, et c'est la procédure législative ordinaire, donc dans 90% des cas, je dirais même sans doute au-delà des textes, il y a codécision. Donc, aucun texte ne pourra sortir sans un accord entre le Conseil et le Parlement européen. Et donc après, il y a une procédure de navette entre les deux qui s'appelle le trilogue, pour faire très, très simple. Il y a 2 lectures dans les traités. Nous avons réduit finalement cette pratique à essayer de trouver un accord en première lecture de façon à réduire drastiquement les délais d'adoption. On va dire qu'en moyenne, un texte met 18 mois, mais il peut mettre moins longtemps, évidemment, avec la procédure d'urgence, l'article 128, ou lorsqu'il y a un intérêt vital de l'Union européenne. Ensuite, c'est très compliqué à expliquer là en 2 minutes, mais au Parlement européen, le processus va être d'un travail d'abord en commission parlementaire, tout à fait comme à l'Assemblée nationale, mais la différence avec l'Assemblée nationale… Isabelle, c'est quelque chose que vous connaissez bien pour avoir été vous-même administratrice de plusieurs commissions parlementaires au Parlement européen, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, c'était mon métier de base, un petit peu celui qu'il y a dans la série Parlement. Je ne sais pas si vous avez lu, je serais Imone pour les fans de la série. Donc, c'était un métier, le métier que je voulais faire. C'était donc vous. C'était donc, oui, voilà, je suis un peu Imone, mais bon, il y a très longtemps maintenant. Alors, en tout cas, pour vous dire que la différence avec l'Assemblée nationale, c'est qu'au Parlement européen, un rapport peut être confié à un député qui n'est pas forcément dans la majorité, mais il y a un système de points, de répartition entre les groupes politiques, et vous pouvez avoir un rapporteur d'extrême gauche sur un dossier parce qu'il est important pour son parti politique. Donc, il aura mis beaucoup de points pour avoir ce rapport. Mais il sera flanqué de ce qu'on appelle des shadow rapporteurs, des rapporteurs fictifs dans l'ensemble des autres groupes politiques qui vont l'obliger déjà, au moment du Parlement européen, à avoir une position assez équilibrée pour l'adoption de son texte. Et une fois qu'on aura cette position politique qui sera définie, ce sera le moment de la négociation avec les États membres. Et je passe les étapes juridiques, hein, mais pour vous expliquer un petit peu qu'il y a d'abord un travail au Parlement européen d'équilibre politique de ce texte qui, ne l'oublions pas, c'est un texte qui doit s'adapter à 475 millions de citoyens européens de cultures différentes. Très important qu'il y ait cet important travail législatif et de discussion au Parlement européen. Et ensuite, il va rentrer en négociation avec le Conseil dans des trilogues qui sont… voilà, je laisserai peut-être le soin… Peut-être un mot du coup sur les grands groupes politiques aujourd'hui, en tout cas jusqu'aux prochaines élections qui composent le Parlement. Alors, si vous le souhaitez, je peux passer, oui, effectivement. Alors, à ce moment-là, je vais demander le slide suivant. Allons-y. Voilà, très bien. Vous avez la composition de l'hémicycle du Parlement européen. Vous voyez immédiatement qu'il n'y a pas de groupe qui a la majorité absolue. Il n'y en a jamais eu au Parlement européen depuis 1979. La raison essentielle, c'est que nous utilisons le scrutin à la proportionnelle dans tous les États membres. Les principes communs de l'élection au Parlement européen, c'est qu'on vote à peu près à la même date, entre le 6 et le 9 juin. Nous ne votons pas tous dimanche 9. Les épées néerlandais, par exemple, votent le jeudi 6. Mais à peu près à la même période. Mais nous votons tous à la proportionnelle. Donc, il n'y a pas de majorité absolue au Parlement européen détenue par un seul groupe. Il faut 2 grands groupes pour avoir la majorité. Et depuis 2019, il en faut 3 pour avoir la majorité absolue au Parlement européen. Ça encourage donc la formation de grandes coalitions pour des grands projets. Au début de la mandature, notamment pour l'investiture du président de la présidente de la Commission, on va avoir une coalition qui va soutenir cette personne sur la base d'un programme. Coalition qui n'est pas écrite, mais qui en fait se forme politiquement. Et puis après, sur l'ensemble des dossiers, il va y avoir, sur chacun des dossiers, des majorités différentes, d'où l'importance de ce que je vous ai expliqué avant, d'avoir des rapporteurs fictifs d'autres groupes qui négocient avec le rapporteur principal pour avoir un texte équilibré. Donc, je vais les décrire très rapidement. Les 2 plus grands groupes, alors le plus grand groupe reste le PPE, du nom du Parti populaire espagnol. C'est le groupe des pères fondateurs de l'Union européenne, de centre droit. Le Parti populaire européen. Parti populaire européen, tout à fait. Vous le voyez ici, il a, je ne sais pas pourquoi, vous avez des chiffres qui sont très petits. C'est 176. Oui, il manque des chiffres, en fait. Il manque des 3e chiffres. C'est 176 membres. Je suis vraiment désolée de ce PowerPoint qui est incomplet. Ici, le 6 est en dessous. Il est en dessous, regardez. Ah oui, c'est ça, d'accord, tout à fait. 176 membres. Donc, c'est le plus grand groupe. C'est là où siègent les LR en France, mais ils sont une très petite partie de ce groupe, puisqu'en fait, le principal parti politique européen qui compose ce groupe, c'est évidemment la CDU allemande. Donc, c'est le premier, mais aussi la plateforme civique polonaise, par exemple, le Parti populaire espagnol, Forza Italia aussi se trouve dans ce groupe. Et enfin, les Républicains arrivent quand même en 4e ou 5e, même voire très, très lointaine position dans ce groupe. Mais ça reste le plus grand groupe du Parlement européen. C'est celui dont est issue, par exemple, Ursula von der Leyen.
Deuxième grand groupe, les sociaux et démocrates. Ils ne s'appellent pas Parti socialiste, mais les sociaux-démocrates européens. Bon, c'est plus simple à comprendre, c'est l'alliance de l'ensemble des partis socialistes européens. La nationalité majoritaire. Députés, c'est ça? Parti socialiste. Pardon? 145 députés pour le groupe des sociaux-démocrates. Oui. 145 députés actuellement. Ce sont les socialistes espagnols qui sont les plus importants pour l'instant dans ce groupe. Ils sont aussi au pouvoir en Espagne. Hein. Le SPD allemand, le Parti démocrate italien et le Parti socialiste français, Place publique, qui n'ont pas eu non plus beaucoup d'élus en 2019, donc ils se trouvent en quatrième. Si vous me permettez un commentaire fondamental que peu de gens savent, mais il y a une caractéristique française, pas seulement dans cet hémicycle, mais depuis 30 ans que je suis à Bruxelles, c'est que la France est toujours faible dans les deux plus grands groupes. Il y a une tradition française de dispersion du vote ou de choix en fonction d'enjeux nationaux, les deux se mélangeant, qui fait que, alors que nous sommes la deuxième plus grande nation par la démographie, que nous sommes donc ceux qui ont le deuxième plus grand nombre de députés au total avec un certain nombre, nous sommes numéro 3, 4, 5 dans l'ordre du nombre de bataillons au sein des deux grands groupes qui font la loi, c'est-à-dire qui font le compromis, c'est-à-dire le PPE et le SPD. Et donc, il y a une tradition de vote français d'autolimitation de l'influence parlementaire à Bruxelles par la dispersion. Voilà. Il faut le savoir, c'est un choix, mais du point de vue de l'influence de la nation, ce n'est pas le bon. Bah, c'est probablement un choix inconscient. Oui, pardon Isabelle, oui. Ça n'est pas un choix assumé par les électeurs, oui. Après, un deuxième facteur, ce serait de regarder où se trouvent les Français dans les présidences de groupes, mais aussi de commissions parlementaires, de vice-présidences, etc. Ça, c'est encore un degré supérieur d'analyse. Alors justement, j'arrive au troisième groupe, celui qui est un peu faiseur de roi depuis 2019, puisque vous voyez que le PPE et les SND ensemble ne peuvent pas faire une majorité absolue. Ils ont besoin d'un troisième groupe qui peut être le groupe Renew Europe ou les Verts, ou voilà, en général, pour adopter des textes au Parlement européen. Donc Renew Europe, c'est l'ancien ALDE, c'est-à-dire donc qui s'est appelé Renew Europe après l'arrivée du parti d'Emmanuel Macron donc au Parlement européen. Et là, on a une majorité de Français. C'est le seul groupe qui a cette caractéristique. Donc c'est Renaissance qui a 19 membres, mais il est allié au Ciudadanos en Espagne. Et aussi à toute une kyrielle de partis libéraux dans les autres États européens. C'est celui qui a le plus de nationalités représentées en son sein. J'ai oublié de mentionner que pour faire un groupe politique, il faut 23 membres et 7 nationalités. On ne peut pas faire un groupe politique avec une seule nationalité, bien sûr, puisqu'on est dans un Parlement européen. Et on doit se regrouper en affinité politique, c'est obligatoire aussi. On ne peut pas se regrouper de façon technique pour faire un groupe. Le quatrième groupe, ce sont les Verts. Là aussi, ce sont les Verts allemands qui sont les plus importants. Mais bon, je ne vais pas détailler non plus. Et enfin, alors à l'extrême gauche, vous avez le groupe de la gauche au Parlement européen, qui était avant, s'appelait Gauche unitaire européenne, qui maintenant s'appelle la gauche. Là, vous y trouvez les députés européens français LFI. Ils sont à peu près à égalité avec Die Linke, les Allemands, mais aussi Podemos en Espagne. Et vous avez enfin à l'extrême droite de l'hémicycle deux partis plutôt eurosceptiques, le groupe des conservateurs et réformistes européens qu'on appelle ECR et enfin le groupe Identité et démocratie. Le groupe ECR avait été fondé au départ par les conservateurs britanniques. Les Britanniques sont partis après le Brexit. Ce groupe est aujourd'hui dominé par le PiS polonais, donc qui était au pouvoir en Pologne, qui est eurosceptique et très conservateur en société. Mais c'est là que vous allez trouver Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, et un député qui maintenant est affilié à Reconquête, mais avait été élu sur l'étiquette Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national est dans un autre groupe politique qui s'appelle Identité et démocratie. Ça n'est pas le plus important de ce groupe. Le plus important, c'est la Lega Nord de Matteo Salvini en Italie.
et ils sont alliés aussi à l'Alternative für Deutschland, l'AfD allemande, groupe aussi d'extrême droite. Et enfin, vous avez les non-inscrits, ça ce sont les députés européens, qui ne trouvent pas d'affinité politique. Vous allez retrouver notamment les Cinque Stelle italiens. Voilà un petit peu le panorama. Parfait, merci beaucoup. Et avec évidemment une composition dont on devine qu'elle est susceptible d'être bouleversée à l'issue des élections du 9 juin prochain en France et dans tous les autres pays de l'Union. Avec la question que nous nous posons tous, est-ce qu'une majorité précisément se dégagera sur les grands sujets qui attendent l'Union dans les années qui viennent? Benoît, un avis ou une perspective sur cette question-là? D'abord, le pronostic d'un bouleversement à l'échelle d'un État ne va pas forcément se reproduire à l'échelle d'un hémicycle. Donc, si par exemple en France, on voyait un rééquilibrage des forces vers la droite, voire la droite extrême de l'hémicycle, c'est pas forcément pour cela que le résultat global européen serait pas le maintien ou un renforcement du PPE. Ça poserait évidemment la question de savoir comment le PPE s'allie. Est-ce qu'il s'allie vers sa droite, ce qui va lui compliquer la vie ensuite pour trouver des majorités au quotidien, ou est-ce qu'il continue à s'allier vers sa gauche avec le centre, des libéraux, les socialistes, voire les écolos. Donc finalement, ce bouleversement, je pense qu'il n'est pas encore garanti à l'échelle de l'ensemble de l'hémicycle, nonobstant les pronostics à l'échelle franco-française. La chose la plus probable, c'est que ça va compliquer la définition des majorités parce que c'est quasiment irréconciliable de prétendre aller de ECR, des conservateurs polonais, jusqu'aux socialistes. Très bien, merci. Alors, on était resté tout à l'heure sur une question à laquelle vous n'aviez pas répondu, c'est celle des sujets dont je disais qu'ils étaient potentiellement clivants. J'ai en tête un sujet qu'on a très légèrement effleuré tout à l'heure, qui est la politique agricole commune. Est-ce que sur ce sujet-là, il faut s'attendre, compte tenu des remous qui ont agité à la fois l'Allemagne et la France ces dernières semaines, est-ce qu'il faut s'attendre à des évolutions? Est-ce que le Parlement est appelé à jouer un rôle sur ces questions? Est-ce que donc vous avez là-dessus une perspective, Benoît? Oui, c'est un sujet clivant et ça l'a été dans la législature sortante parce que pour le meilleur et pour le pire, on l'a dit, la valeur ajoutée du Parlement européen, c'est quand même la tendance au verdissement et à la prise en compte de l'urgence écologique. Et donc, c'est vrai que, et je peux en témoigner d'ailleurs, y compris si vous prenez les positions de Renaissance, le groupe d'Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs comme leader à Bruxelles désormais Pascal Canfin, comme parmi ses poids lourds, Pascal Canfin, qui est un ancien élu vert et qui préside la commission Envie. La présidente du groupe, c'est Valérie Hayé, hein, voilà, pour l'instant. Mais qui préside la commission Envie. Oui, voilà, enfin, je veux dire, si je puis me permettre, on connaissait Pascal Canfin avant qu'on connaisse Valérie Hayé, pour la raison de sa candidature. Donc, je veux dire, en termes de vegan, Pascal Canfin, qui est par ailleurs président de la commission environnement, là, il a œuvré à titre personnel et collectif à des positions du Parlement beaucoup plus vertes que la position officielle de la République de l'autre côté du Thalys. Bon. Donc déjà, ça, cette balance entre le paysan et l'environnement, c'est une balance sur laquelle le Parlement n'a reflété en fin de course qu'en fin de course la schizophrénie qui est beaucoup plus ancrée dans certains des États membres. Et donc ce clivage-là, il va survivre et c'est un gros point d'interrogation. Parce que d'un côté, il faut évidemment donner aux paysans et à l'agriculture la moyen à la fois d'être compétitive et de vivre de son travail. Enfin, de l'autre, on ne va pas non plus s'abonner aux pesticides et autres si c'est pour tous crever d'un cancer. Voilà. Donc, voilà, il faut savoir, le député est plus facilement vert, quel que soit son parti, quand il vote
à Bruxelles que quand il parle à la maison. Et ce clivage-là, il s'est inversé en bout de course, c'est-à-dire que le Parlement a poussé à verdir, y compris par rapport à certaines propositions de la Commission, tout un tas de textes pendant tout le mandat, parce que c'était l'urgence climatique. Et puis, en bout de course, on a un peu sauvé le paysan, mais on a aussi un peu tapé dans les ambitions dans la lutte contre le changement climatique. Oui, Isabelle, vous voulez réagir là-dessus? Oui, oui, je dirais que effectivement, le pacte vert a été adopté à une très très large majorité. C'était dans la programmation d'Ursula von der Leyen. Ça a été le fil conducteur de ce mandat. Et c'était le Parlement européen considérait que c'était un mandat qui lui avait été donné en 2019 par les élections européennes. Effectivement, on voit un changement à partir de l'année dernière, juin très précisément, sur 2 textes. Un qui a été adopté à 30 voix près, c'est celui sur la restauration de la nature. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Lebray, quand vous dites que le député européen est plutôt vert. C'est une sorte d'ADN des institutions européennes que de lutter contre le changement climatique, qui est qui sont pour les institutions européennes une sorte de mandat d'action parce qu'ils sont au niveau pertinent pour avoir une action légitime et efficace. Et il y a eu déjà des résultats de cette action, puisqu'on est la zone au monde qui a le plus réduit ces gaz à effet de serre. Donc, il y a ça dans l'ADN des députés, mais ça a changé depuis le mois de septembre. Donc, j'ai dit le texte Restauration de la nature qui a été adopté de justesse, après des joutes parlementaires absolument incroyables et passionnantes pour ceux qui s'y intéressent, et puis surtout un rejet d'un texte, celui de la loi sur l'utilisation durable des pesticides. Et effectivement, c'était pas forcément le texte qui interdisait le glyphosate, mais qui donnait de grands principes sur l'utilisation de ces pesticides. Donc ça n'aurait pas dû être le plus clivant, mais il est devenu le plus clivant pour des raisons, on va dire, de réaction à ce qui se passait dans les États membres et de visibilité politique avant les élections. Entendu. Merci. Alors, 2 minutes, pas plus, sur les ressources propres, parce que je sais que c'est un thème cher au cœur de Benoît Lebray, et je m'en serais voulu éternellement de ne pas lui avoir donné une tribune. Alors, expliquez-nous peut-être, Benoît, en 2 mots, de quoi on parle, et pourquoi, selon vous, c'est un sujet clivant, et ça peut l'être davantage encore dans les années qui viennent. Je pense qu'il faudra reprogrammer un webinaire tout entier. Je veux dire, dans la mythologie européenne, il y a l'idée que l'Europe ne sera vraiment démocratique que le jour où elle sera financée exclusivement par des ressources propres, sous-entendu par l'impôt. Bon, déjà, moi, personnellement, à l'idée que c'est par l'impôt qu'on se rend légitime, je trouve que c'est un oxymore. Mais enfin, c'est comme ça que sont nés le pouvoir parlementaire partout dans le monde, en conquérant le droit de voter l'impôt. Et le Parlement européen, il a ce paradoxe qu'alors que, comme l'a dit Isabelle, il est devenu un co-législateur à part égale sur à peu près tous les sujets, il ne l'est pas devenu à part égale sur la fiscalité en général, qui relève d'abord du Conseil et de l'unanimité, et encore moins sur les ressources propres, c'est-à-dire qu'alors qu'il vote le budget annuel à égalité avec le Conseil, donc avec les États membres, sur la décision ressources propres, elle est elle-même sujette à l'unanimité, donc ça renforce le pouvoir des États, et à la fin, à ratification par les parlements nationaux, parce qu'on touche à la souveraineté fiscale nationale qui n'a pas été abdiquée par les États dans les traités. Donc vous avez un débat récurrent qui anime les plus brillants des députés, et y compris souvent des députés français. M. Lamassoure, M. Bourlanges se sont positionnés en faveur de la création de nouvelles ressources propres, et ce débat, il dure souvent très longtemps. Et depuis que j'y assiste, c'est-à-dire depuis 30 ans que je fais le tour du rond-point Schuman, y compris au départ comme représentant du budget de la France, de la direction du budget de Bercy, ça se termine toujours par l'augmentation de la ressource PNB, qui n'a de ressources propres que le nom, puisque c'est un indice statistique et les États contribuent au budget de l'Union en fonction d'un pourcentage de leur PNB. Voilà. Donc en fait, la ressource propre n'est pas propre, et la prétention qu'en la fiscalisant, on la rendrait plus acceptable, pour moi, c'est une mythologie européenne. Mais enfin, ce débat clivant fait que dans les grands experts de l'Union européenne, je suis à peu près le seul à dire ce que je dis. En attendant, tout le monde a voté, les États du Parlement, l'invention de grands emprunts européens, et j'étais totalement pour, à condition de doter de nouvelles ressources pour les rembourser.
Nous sommes plusieurs années après le lancement de ces emprunts. On a la dépense, mais on n'a toujours pas la ressource. Et je dis d'avance aux nouveaux élus, bon courage. Alors, bien, Isabelle, un mot rapide sur ce point. Oui, alors bon, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bruno Lebray, mais je dirais que c'est même un problème existentiel pour l'Union européenne. Ça devrait être le débat des élections européennes. Si elles étaient, si elles avaient une hauteur de vue européenne, elles devraient porter là-dessus pour donner des indications claires, non seulement au Parlement européen, mais aux États membres aussi. Hein, parce que finalement, le Conseil européen peut aussi se nourrir des résultats d'une élection pan-européenne à un moment T. Mais bon, pour revenir vraiment de façon très concrète et un petit peu nuancer ce que vous avez dit sur le fait qu'on ne progresse pas dans ce domaine et qu'on serait endetté sans possibilité de rembourser quoi que ce soit, je voudrais quand même signaler qu'il y a la possibilité de recréer de nouvelles ressources pour le budget de l'Union européenne en justement essayant d'appliquer nos politiques environnementales. Et donc, on a créé une taxe carbone aux frontières, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va directement dans le budget de l'Union européenne. Et ça, c'est un grand progrès de la législature, de façon non seulement pour essayer de renflouer les caisses de l'Union directement sans passer par la case États membres, mais en même temps aussi pour rééquilibrer les obligations qui sont faites à nos entreprises dans l'Union et hors Union. Donc voilà, c'est une façon de concilier tous les objectifs. Je suis pour cet objectif de rééquilibrage carbone, mais vous savez bien que s'il fonctionne, il servira d'abord à rééquilibrer le fait que les pays tiers font moins d'efforts sur le carbone par rapport à nos industries qu'à financer l'Union, puisque c'est une recette qui a vocation à disparaître au fur et à mesure qu'elle sera plus efficace. On l'espère aussi. Dans les deux objectifs sont tout à fait louables. Mais effectivement, il faut aussi passer par la case ressources propres. Je suis tout à fait. Là, il nous reste quelques minutes, mais je retiens l'idée de consacrer une autre session à cela, probablement pour le coup après les élections européennes, puisque notre programme est déjà établi. Alors, je change de perspective quelques minutes sur le rôle des avocats à l'égard précisément en lien avec le Parlement européen. Est-ce que, Benoît, vous pensez que les avocats jouent déjà un rôle, ont un rôle supplémentaire à jouer? Comment le jouent-ils? Est-ce qu'ils doivent être inscrits sur un registre ou est-ce que leur simple statut d'avocat suffit pour leur permettre d'intervenir? Comment vous voyez les choses? Alors, peut-être on peut projeter ma petite vignette qui détaille la procédure législative et qui me permettra de vous dire comment l'avocat se positionne. Bon, d'abord, l'avocat, s'il intervient à l'intérieur de la procédure législative pour influencer le droit, que ce soit pour le ralentir, le modifier, l'amender, le contrer, il doit évidemment être inscrit au registre de transparence, comme on l'appelle à Bruxelles. L'avocat n'est exonéré de l'inscription au registre de transparence que pour ses fonctions de procédure, que ce soit plainte devant la commission, procédure concurrence. Moi, je gère tout un tas de procédures contre les États membres ou entre entreprises pour lesquelles je ne relève pas du registre. Mais quand j'interviens sur l'action législative, évidemment, je relève du registre et je n'ai jamais eu de problème à m'y inscrire. On a été parmi les premiers. Et je rassure tous les confrères, toutes les consoeurs, ça fait pas mal. Vive la transparence. Entre-temps, la France s'est dotée d'ailleurs d'outils similaires. Ensuite, Isabelle l'a évoqué, on a une procédure qui, en fait, quand on la résume, elle a l'air compliquée. C'est jamais qu'une procédure fédérale, n'ose pas dire son nom, bicamérale. C'est amusant parce qu'Isabelle, vous cherchiez à une comparaison française. Mais en réalité, on ne peut pas avoir une comparaison française. La bonne comparaison, c'est les États-Unis d'Amérique. On n'a pas le droit de le dire. Mais on a la Chambre des peuples, c'est le Parlement européen, élu au suffrage universel direct. Et la Chambre des États, c'est le Sénat américain, ou en Allemagne, ça serait le Bundesrat versus le Bundestag, qui représente les États siégeant en formation législative. Et ensuite, il faut trouver une majorité à l'intérieur de chacune de ces deux chambres, puis une majorité entre ces deux chambres. Le délice de ce système, par rapport à quelqu'un qui a exercé aussi au niveau national, même si à l'époque c'était que comme fonctionnaire, c'est qu'il n'y a pas de fait majoritaire. Voilà. Il n'y a pas de fait majoritaire. Et ça donne à l'argument un pouvoir qu'il n'a pas dans la tradition de la Ve République, où à la fin, ce qui l'emporte, c'est le rapport de force et l'arbitrage de Dieu.
Voilà. Donc, je l'ai vécu comme fonctionnaire. Je veux dire, pour le budget, à la fin, vous pouvez avoir la meilleure mesure du monde. Si l'arbitrage qui remonte à l'Élysée n'est pas victorieux, vous n'aurez pas la mesure. Ici, il n'y a pas de rapport de force. On ne peut pas écraser son voisin. C'est une construction itérative de compromis qui ne sont pas des compromissions. Et parce qu'il n'y a pas de fait majoritaire et parce qu'il y a autant d'itérations, le bon argument, le bon amendement peut toujours laisser une trace. Et ça, c'est le délice, en tout cas, moi, je trouve, de ma pratique que j'appelle d'advocacy ou de lobbying législatif. Moi, je ne vais pas vendre mes amendements, ça me fatigue, j'ai passé l'âge. Mais ce que j'aime, c'est écrire l'amendement qui sera à la fois juridiquement imparable et qui va traiter le problème politique. Parce que si vous niez le problème politique contre lequel vous... Enfin, par rapport à un texte où vous êtes payé à essayer d'en limiter les dégâts sur votre business model, parce que c'est ça que demande le client, ce texte va me tuer ou va me réduire ma valeur, est-ce qu'on peut l'amender? Vous ne pouvez gagner un amendement qui limite les effets parfois non voulus sur votre secteur que si l'amendement accepte de contribuer à régler le problème politique qui a été mis sur la table. Donc, il faut à la fois faire du droit et faire de la politique, et c'est ça qui est passionnant. Et quand vous argumentez bien, encore une fois, il n'y a pas de fait majoritaire très acquis, et donc un jour, vous convainquez l'élu Apfelstrudel, qui est une verre allemande, et le lendemain, vous allez convaincre un libéral néerlandais, et je peux vous dire que ce n'est pas du tout les mêmes, mais ça va dépendre des sujets, et c'est ça un peu cette science de la pratique et de l'avocat. Et l'avocat, il apporte le fait qu'il a compris que ce que je décris là, c'est-à-dire une procédure législative à 2 chambres avec beaucoup d'itérations, c'est jamais qu'une procédure comme une autre. Donc, il faut procéduraliser la procédure pour avoir la science de l'intervention au bon endroit, au bon moment, en fonction de où est le centre du pouvoir. Un coup, il est au Parlement, il repasse au Conseil, et puis quand les trilogues se réunissent, la Commission reprend un peu de couleur parce qu'elle siège au milieu en tant que honest broker, cherchant à trouver des compromis entre les 2 chambres. Voilà un peu merci Benoît. Et est-ce que les avocats français sont suffisamment présents dans ce travail que vous faites depuis longtemps déjà? Est-ce que vous les voyez ou est-ce que vous êtes un peu un exemplaire unique? Non, je pense que c'est plutôt un métier dans lequel les Français sont bien représentés. On va dire qu'ils ont longtemps pâti, que ce soit les Français avocats ou dans d'autres formes d'intervention et de lobbying, du fait que la France a été traditionnellement faible au Parlement, pour la raison de dispersion que j'ai expliquée. La France a été traditionnellement forte à la Commission, qu'elle a contribué à créer. Elle a été traditionnellement forte au Conseil parce qu'il y a le poids de la France et que c'est un grand État. Et elle a été traditionnellement faible au Parlement parce qu'elle est dispersée et qu'elle n'a pas de culture parlementaire. C'est ça, le problème du Français quand il débarque à Bruxelles, c'est qu'il n'a pas été nourri à la culture du parlementarisme. Et donc, je ne sais pas qu'il faut aller parler d'abord à celui qui n'est pas d'accord, et pas d'abord à son copain ou à son élu de sa nationalité. Voilà. Donc, le Français avait des handicaps. Je pense qu'en termes de technique, il les a bien comblés. Et donc, Isabelle, voilà. Isabelle, vous confirmez ça ou pas? Oui, tout à fait. Alors, moi, enfin, tout à fait. Je pense qu'il on a que quelques minutes, hein, donc… quelques minutes. Alors, en 2 mots, le mandat européen est un mandat qui demande de l'expérience. Une technique, effectivement, pour apprendre la technique parlementaire pure, qui se double de différences culturelles au sein même de son propre groupe politique. Il faut du temps pour tout ça. Il faut du temps pour apprendre, il faut du temps pour négocier, pour comprendre. Donc, il faut au moins 2, voire 3 mandats pour être très efficace en tant que député européen. Alors, pardon, Isabelle, on était en fait sur le rôle des avocats dans le travail, dans la contribution au processus législatif. Donc là, vous êtes repassé sur le statut de député européen. C'est le symétrique de ce que je disais, Olivier. Je veux dire, il y a des moments où le Parlement européen, c'est d'abord le parle allemand européen. Et donc, c'est sûr que le Français qui ne parle pas allemand, il aura toujours moins d'influence que le Français qui parle allemand. Donc, il y a accepter cette technicité du métier vue de l'élu, je suis entièrement d'accord avec Isabelle, impose d'accepter cette technicité vue de celui qui vend des amendements. Ce n'est pas un truc qui s'invente sur un coin que de savoir rédiger un amendement, que vous soyez un élu ou que vous essayiez d'intervenir dans la procédure pour le lui vendre, entre guillemets. Oui, je n'ai pas vraiment une bonne vision, moi, du rôle des avocats, parce que je suis de l'autre côté, enfin, je suis de l'autre côté, je ne suis même plus de l'autre côté, puisque je suis en termes de communication.
Mais je pense que cette culture-là, elle vient peut-être chez les avocats ou les représentations d'intérêt, elle vient aussi, peut-être le retard dont vous parliez aujourd'hui, il vient aussi du fait qu'on n'a pas pris au sérieux le rôle de mandat de député européen pendant très longtemps dans la culture politique française. C'est un cercle vicieux qui est en train de se... Je vois qu'il y a beaucoup d'évolution tout de même. Notez bien que tous les candidats tête de liste, des 7 têtes de liste qui peuvent dépasser le seuil des 5% éventuellement pour aller joindre les grands groupes, sont des sortants aujourd'hui, pratiquement tous. Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Alors, on arrive à la fin de cette session. Je vais vous demander simplement en une ou deux phrases de nous dire, de nous donner un mot de perspective sur ces élections qui ont lieu donc le 9 juin en France. Est-ce qu'il y a une réflexion que vous voulez partager et qui n'aurait pas été abordée pendant ces 45 minutes que nous avons partagées? Est-ce qu'il y a un risque auquel vous pensez que l'Europe est exposée à la suite de ces élections? Est-ce qu'au contraire, vous pensez que ces élections sont l'occasion pour les citoyens de se réapproprier l'Europe et de faire entendre leur voix? Voilà. Benoît? L'Europe qu'on a essayé de vous montrer est plus démocratique qu'on ne la caricature en permanence. Cette démocratie passe par le Parlement européen, donc on ne peut pas ne pas aller voter et ensuite râler sur le fait qu'on subit une Europe non démocratique. Parce que quand on dit Bruxelles a décidé que, c'est un mensonge. Bruxelles, c'est vous, c'est moi, c'est les ministres, c'est chacun d'entre nous. Donc la décision, elle est collective et elle passe d'abord par le vote. Ensuite, on a un problème français que j'ai décrit, qui est la dispersion, mais on a le choix d'avoir envie de se disperser. C'est un dilemme, je l'ai moi-même, entre les enjeux nationaux et les enjeux européens. Je pense que si je vote en fonction des enjeux européens ou si je vote en fonction des enjeux nationaux, je ne vote pas forcément la même chose. C'est ça le dilemme et c'est à chacun d'essayer de le résoudre dans un monde qui, encore une fois, est beaucoup plus démocratique qu'on le raconte. Entendu. Merci Isabelle. Le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est toujours difficile. Moi, je dirais qu'il ne faut pas se tromper d'enjeux dans cette élection. C'est évidemment des enjeux européens dont il s'agit, beaucoup plus que dans toutes les élections européennes précédentes. On n'a pas parlé du contexte géopolitique international. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'il est absolument sans précédent. Donc, l'Union européenne devra prendre des décisions absolument vitales pour son avenir, pour l'avenir de son propre modèle démocratique. Ce sont nos valeurs qui sont attaquées. Donc, il faut que les institutions européennes aient une légitimité par le vote et par la participation. C'est la participation qui peut faire la différence. Et enfin, vous me parliez de risques. Oui, il y a des risques que ces élections soient manipulées. Il y a énormément d'actions de désinformation, de déstabilisation de nos sociétés, de nos démocraties. Nous faisons aussi nous ne faisons pas seulement une campagne pour l'appel au vote, mais aussi une campagne pour lutter contre la désinformation, ce qu'on appelle du pré-bunking, essayer de préparer les publics à avoir un regard plus critique sur ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai risque. Donc voilà, merci beaucoup. C'est un enjeu démocratique avant tout. Merci beaucoup Isabelle. Alors, un mot pour nos auditeurs. D'abord, vous dire que ce webinaire sera accessible en replay, notamment sur YouTube, très rapidement, dans les jours qui viennent. Et deuxièmement, je rappelle les 3 autres webinaires que nous animons avec le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris. 23 mai prochain, midi, défis environnementaux et climatiques. 30 mai, midi, démocratie et état de droit. Et 6 juin, midi, intelligence artificielle et souveraineté numérique européenne. Voilà, merci à tous ceux qui se sont connectés pour vous écouter. Merci à vous, Isabelle Coustet, Benoît Lebray. Merci aux équipes techniques, Hugo Montambeau et Ariane Beau du département international de l'Ordre des avocats de Paris. Merci à toutes et à tous et à bientôt.